Bienvenue au sommet Artistes au féminin, l'art pour changer notre regard sur le monde. Je m'appelle Margot et je suis super contente d'accueillir aujourd'hui Gaïa Orion. Bienvenue Gaïa, Salut Margot. contente de t'avoir parmi nous pour ce deuxième sommet et celui-ci du coup dédié spécialement aux artistes. Donc j'étais super heureuse que tu reparticipes pour celui-là. Mais je te laisse un petit espace pour te présenter, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, et peut-être nous parler un peu de ton parcours. Alors, je ne vais pas raconter tout mon parcours, ça va prendre tout l'interview. Pour me présenter en 2 mots, je pense que j'ai grandi en n'imaginant jamais une seconde que je serais artiste. Si je regarde ma vie, je suis encore un peu ébahie de voir mon parcours. Je me réveille tous les matins avec la plus grande gratitude du monde pour la vie que j'ai créée, mais en même temps, c'est aussi la vie qui s'est déroulée et qui m'a amenée sur ce chemin. Je pense que la vie a été faite de gros moments clés, des gros choix qui en fait n'étaient pas des choix. Parce que si je prenais pas ce choix qui allait vers l'avant, qui m'a amené là où ce que j'ai aujourd'hui, c'était un choix qui me tuait intérieurement. Donc, je pense qu'il y a un moment, on est enfin, voilà, sur un parcours où il y a deux routes qui se présentent, celle qu'on connaît, celle qu'on ne connaît pas qui fout les méga boules, et puis en fait, on y va il y a plein de belles choses qui se présentent. Après, il y a aussi des difficultés, mais ça, les difficultés, il y en a, quel que soit le chemin que tu prends. Donc, c'est vraiment parti pris. Le luxe de ma vie, c'est de pouvoir vraiment vivre au rythme de, 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 de mes humeurs, de mes cycles, de mes envies, de pouvoir me réveiller sans réveil tous les matins de ma vie, de vivre en pleine nature et puis de vivre de ma peinture. Parce que quand même, enfin, tu vois, je pense que la plupart des gens me demandent qu'est-ce que fait votre mari. Mon mari n'est pas dentiste, il est artiste aussi. Donc, et puis là, c'est plutôt moi qui rapporte les sous dans la famille. Donc voilà, donc je suis fière aujourd'hui d'être un témoignage que c'est possible de vivre de son art et fière de ma vie et fière de pouvoir inspirer d'autres personnes parce qu'au début, moi, quand j'ai démarré, j'ai regardé d'autres artistes qui faisaient ça et j'ai observé, j'ai posé des questions et puis je me suis lancée. Donc, c'est que s'il y en a d'autres qui m'ont inspirée, maintenant je sais que je peux en inspirer d'autres et je sais que ce sommet est pour ça, pour nous inspirer tous. Donc, merci Exact. de m'avoir invitée. Ouais. Non, merci à toi. C'est exactement ça, ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de vivre de son art pour s'épanouir pleinement. Ouais. Ben parce que c'est beau d'être artiste et tout ça, mais l'idée de vendre son art, en fait, implique plein de choses. Et ça, c'est beaucoup plus impliquant que juste faire de l'art, d'être artiste dans son studio. Ça, c'est dans un sens, enfin, c'est pas facile, mais dans un sens, c'est facile. C'est plus facile que de dire je vais vivre de mon art. Et moi, quand je me suis dit au début, je vais vivre de mon art, c'était vraiment, oh voilà, je fais des dessins sympas, les gens me disent que ça a l'air bien, j'aimerais bien essayer d'en vivre. C'était vraiment juste ça. Mais en fait, au fur et à mesure sur le chemin, j'ai réalisé qu'à chaque fois, il y avait plein de petits blocages, des peurs, des trucs qui se mettaient sur mon chemin, qui étaient plus de l'intérieur, parce qu'après, d'apprendre à vivre son art, c'est vraiment c'est des techniques, c'est d'apprendre, enfin, je veux dire, en anglais, on dit hard skills, soft skills, donc des compétences qui sont faciles à apprendre, enfin, qu'on apprend, et puis après, il y a les compétences qui sont tout ce qu'il y a de l'intérieur. Et en fait, ça, je n'avais pas du tout envisagé à quel point de vivre de mon art, ça m'a amené à un déploiement personnel incroyable, quoi, plus que tous les stages, toutes les méthodes, toutes les méditations, toutes les psychothérapies, tout, quoi. C'était vraiment, voilà, tout le reste, tout ça, ce que je viens de nommer, ça a été au service de ce déploiement. Mais c'est vraiment parce que, voilà, j'ai voulu vivre de mon art et donc, du coup, ça m'a fait Coco Gaïa, tu as intérêt à assurer et puis à arrêter d'être timide, de devenir tout ce que je compris par plus de 2 personnes,
arrêter de te saboter quand tu essayes de vendre une peinture, de remarquer tous ces trucs que je faisais qui faisaient que je ne pourrais pas vivre de mon art si je continuais à me rapetisser, à avoir plein de pensées négatives, et cetera. Donc voilà, c'est là où je trouve que enfin, pour moi, c'est là où ça a vraiment été le cadeau de vivre de mon art Mmh. Mais et qu'on pardon, vas-y. non et que ça continue à être parce qu'il y a Ouais. pas un moment: «Ah ça y est, j'y arrive». Bah oui, c'est vrai, il y a un moment, tu arrives un peu à un plateau, ça y est quoi, là, je me préoccupe jamais si je vais payer mes factures, donc c'est quand même un luxe extraordinaire. Mais ça veut pas dire qu'il reste encore des trucs, hein, parce que ça, c'est un travail qui dure toute sa vie. Mmh. Ouais, tu veux dire que pour en arriver là, ce que je voulais te demander, c'est est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment? Parce que du coup, tu faisais un autre boulot avant. Comment tu as fait après, enfin, là, pour arriver vraiment à vivre de ton art? Et est-ce qu'il y a eu, je me disais, un déclic en fait, où tu t'es dit, bon, bah là, je veux essayer d'en vivre et quelque chose qui se soit passé, un élément déclencheur qui t'ait dit, c'est le moment, quoi. Ouais. Il y a eu un moment déclencheur, mais ça n'a pas été directement pour mon art, mais ça c'est ça qui m'y a amenée. Donc moi, j'ai fait mes études d'architecture, je suis diplômée, tout ça, de l'école des beaux-arts à Paris. J'ai rencontré mon mari, j'avais 21 ans, on était en backpacking au Maroc. Donc lui, il est du Canada, c'est pour ça que je vis au Canada là depuis 25 ans. Lui, il avait un boulot, à la con dans une usine, qui était vraiment un boulot alimentaire, en fait, comme c'est un poète, un musicien, et il voulait un boulot qui fait qu'il pouvait rester, dans sa bulle, en étant à la chaîne, enfin voilà, bref. Donc c'est ça qu'il faisait. C'était un boulot qui était horrible en fait, hein, qui le tuait intérieurement aussi, hein, même si ça lui permettait, d'avoir plein de vacances, plein de temps libre et cetera et puis, d'avoir la liberté dans sa tête surtout. On a eu 3 enfants, donc on s'est retrouvés moi je suis retrouvée au Canada à 25 ans, j'avais, un fils qui avait 14 mois et des jumelles qui venaient juste de naître et quand les jumelles ont eu 3 mois, c'est là où il y a eu le déclic. Il a eu 3 mois de congé de paternité. Il était supposé retourner au boulot le lendemain. On a été écouter un mec, une conférence à Toronto et c'était une conférence sur, la nourriture crue, la pleine santé, en fait. Et donc nous, on y allait pour avoir des renseignements sur, comment faire, des pousses germées, des jus, jeûner, enfin tout ça pour avoir la super énergie pour vivre bien. Mais en fait, il a pas du tout parlé de ça. En fait, il a parlé de, bah, tu sais, on sait tout ce qu'il faut faire pour bien se sentir dans notre vie. On sait qu'il faut faire des exercices, qu'il faut manger, enfin, assez équilibré, qu'il faut avoir des relations, bien autour de toi, enfin voilà quoi. Être en nature, enfin en tout cas avoir de la nature dans sa vie, des vacances, bien dormir, enfin bref, voilà. On sait tout ce qu'il faut faire. Mais on en fait, bah, je sais pas, 5 10 50 90. Et une des questions qui a été vraiment l'accroche pour nous pendant la conférence, c'était: «Qui dans la salle ici peut dire qu'il est à 100 en pleine santé?» Donc là, il y avait peut-être plus de 100 personnes et il y a une personne qui a levé la main. Et c'était, en fait, c'est une question qui nous a vraiment bon, sur le retour, on a dû s'arrêter sur le bord de la route pour, allaiter les jumelles, les 2 seins. Et là, on se regarde dans les yeux, on se dit: «Mais en fait, c'est pas possible, quoi, tu peux pas retourner travailler à l'usine, quoi». C'est vraiment, on sait si tu y retournes, voilà, en fait, ça va être ça jusqu'à la retraite pendant encore des décennies. Ça va être c'est horrible, quoi. C'est une vie dont on ne veut pas et donc c'était là où tu avais les 2 chemins et l'autre chemin, on ne savait pas, mais ce que tu disais, ça ne pouvait pas être pire. Donc on avait la chance de vivre de payer un loyer à ses parents qui était vachement raisonnable. Donc ça, c'était quand même notre chance. On n'avait pas genre 2 000 balles à payer, à Paris, et cetera. Et donc le lendemain matin, on a parlé toute la nuit, le lendemain matin, il a appelé et il a dit: «Ouais, je démissionne». Tout le monde, toute notre famille, nos amis nous regardaient complètement, «Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez 3 enfants, vous êtes tarés» et ils avaient raison, hein. Je veux dire, je pense que nous aussi, on était un peu, enfin, qu'est-ce qu'on vient de faire, quoi? Et puis, ben, petit à petit, en fait, on s'est démerdé si bien, enfin, en faisant des trucs, voilà, on a vendu des trucs qu'on avait fait, qu'on avait teints, j'avais peint dessus, il y avait des bibelots qu'il avait achetés au Guatemala, des t-shirts qu'il faisait, on a vendu ça dans une petite, c'était une, vente de Noël dans l'église du coin. Donc ça, c'était notre première 1re, action, entrepreneuriat.
Et puis l'été est venu, il y a des salons artisanaux, donc on a fait des salons artisanaux. Et puis en même temps, moi, je faisais pousser des pousses. Tout ça pour dire que les pousses, je les ai vendues aux petits fermiers, je les ai vendues au premier magasin bio, au deuxième magasin bio du coin. Et après 3 ans, on était certifié bio. On avait un business voilà, on était les premiers à faire de la vente en gros dans tout Toronto et la région. Il n'y avait plus de place chez nous. Il fallait en fait qu'on grandisse. Donc, on a vendu ce business. Donc, ça a été notre première aventure entrepreneuriale qui fait qu'on a eu un pactole et on a pu s'acheter notre première maison et partir dans la forêt. C'est la maison où je suis encore aujourd'hui, 20 ans plus tard. Et puis, l'autre business, en fait, c'était un business artistique parce qu'on teignait des habits et moi, je peignais dessus. On vendait ça sur des festivals et des salons artisanaux l'été, exclusivement. Donc, on savait qu'en vendant le business qui était certifié bio, on pouvait vivre en faisant les festivals juste l'été. Donc, on s'est retrouvés à vivre dans la forêt avec nos 3 enfants, du temps avec eux tout le temps. Et puis, pour nous et pour notre art. Et on bossait de mai à fin août. Donc ça, on a eu cette vie pendant super longtemps. Donc moi, pendant les salons artisanaux, du coup, là, j'ai rencontré plein d'artistes qui vivaient de leur art à travers les festivals, mais aussi certains étaient en galerie. Après, je voyais ceux qui avaient 25 ans qui se vendaient sur les festivals et puis qui ont décidé d'ouvrir leur galerie. Enfin, tu vois, j'ai vu les différents parcours, les gens qui démarraient, les gens qui avaient fait ça depuis 20 ans. Et donc, moi, j'ai posé pendant peut-être 2-3 ans, j'ai posé plein de questions. Tiens, comment tu fais ça? Ou tu encadres, machin. Et puis, je les observais. Je voyais ceux qui vendaient bien, ceux qui ne vendaient pas, tu vois. Ceux qui vendaient bien, eh bien, ils étaient bien sapés, leur présentation était hyper pro, ils avaient les bons prix, leur art était encadré, ils avaient différents ordres de prix aussi. Si quelqu'un il n'a pas les 2000 balles pour acheter une toile originale, ben, il aura 20 balles pour acheter une reproduction. Voilà, donc en fait, j'ai repéré tous ces trucs et puis après, bah, petit à petit, je m'y suis mise. Donc, après, je me suis mise à côté du stand des habits, j'avais mon stand d'art. Donc, on a fait Yes. ça pendant plusieurs années. Puis, petit à petit, toujours de faire les festivals, c'est un boulot de taré, quoi, de monter sa tente, de tout trimballer les cadres. Il faut que ce soit vachement bien emballé pour pas que ce soit abîmé. Puis, il se trouve qu'il y a la tempête est sous l'eau, tout est mouillé, tu rentres à la maison comme un chien. Enfin, voilà, c'est horrible. C'est pas toujours horrible, mais c'est vraiment très, très physique. Donc, là, ça fait quand même vachement d'années que je ne fais plus des festivals parce que, merci Internet, je Mm. vis quand même au milieu de nulle part. Franchement, même ma petite ville ne me fait pas vivre avec mon art. Et c'est quand même grâce à Internet que j'arrive à vivre de mon art. Donc, je pense qu'aujourd'hui aussi, c'est la période dans toute l'histoire de l'humanité la plus extraordinaire pour vivre de son art. Ouais, et puis c'est bien que Mm. tu parles de ça parce que c'est vrai que des fois on peut se dire en tant qu'artiste, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'exposer en fait dans des galeries enfin, pour pouvoir en vivre en fait? Quels sont les biais en fait Mhm. pour pouvoir en vivre et pour pouvoir exposer tout ça en Ouais, fait? Mm. ouais. Alors, j'ai rassemblé 20 moyens de vivre de son art. Et je suggère en fait d'essayer d'avoir au moins 3 ou 5 cordes à son arc, qui fait que si par exemple tu vends que dans les galeries et tout d'un coup il y a le Covid, les galeries ferment et puis, enfin, en tout cas celles qui n'étaient pas en ligne, hein, tout d'un coup, voilà, tu n'as plus de revenus. Donc, si tu n'avais pas à côté, tu vois, peut-être des boutiques dans lesquelles tu vendais des produits dérivés, si tu n'avais pas une liste d'ateliers que tu donnais régulièrement. Tu vois, il y a différentes choses que tu peux faire. Et après, il y a des gens, je vois des artistes, par exemple, qui vivent exclusivement en faisant des commandes de peinture. Peut-être qu'ils font des portraits, ou alors tu as des artistes qui vivent en offrant des services en entreprise, qui font des installations pour l'événementiel. Tu as des artistes qui vivent en se mettant au service des architectes et des décorateurs intérieurs. Il y a des artistes qui vivent qu'en allant en festival, ou il y a des artistes qui vivent en faisant que de la vente en gros. Mm. Enfin, je l'ai déjà dit. Ou alors que dans des galeries, ou juste en vendant tes peintures originales, peut-être même juste localement, tu vois, où tu as un atelier chez toi qui est un atelier ouvert, parce que c'est une propriété qui est sympa, qui est sur une route, les gens vont en vacances et sont des touristes.
Donc, enfin, je veux dire, il y a tellement de moyens. C'est l'idée de se dire que, alors, je suis artiste, je dois trouver un agent, je dois trouver des galeries pour vivre de mon art, mais n'importe quoi, quoi. Et Mm. après, et bien sûr, il y a l'internet, il y a les médias sociaux, il y a des artistes qui vivent que en postant sur Instagram. Mm. Mmh. Ouais, non, c'est clair. Ouais, c'est bien de le préciser, de préciser ces différents biais, Mmh. en fait, et de trouver celui qui nous parle le plus. Et après, tu Mmh. disais, ouais, après, je me disais, OK, donc, quand tu es dans la création, dans l'inspiration, quand tu crées, et après, il y a cette sphère-là, puis après, il y a la vente, et tu parlais d'entrepreneuriat, mais en fait, c'est ça, c'est un peu être artiste, entrepreneur, mais comment toi, Mmh. tu l'as vécu, comment tu le vis? Est-ce que tu as quelqu'un, tu as des personnes qui t'aident, en fait, pour pouvoir vendre en fait et vivre vraiment de ton art, ou est-ce que tu fais tout toute seule? Et parce qu'est-ce que c'est possible aussi de ne pas avoir ces deux casquettes-là, en fait, tout simplement, et de Mmh. pouvoir se faire aider, par exemple, je sais pas. Ouais, alors c'est vrai que, je pense que quand on démarre, enfin, le nombre d'artistes, que je vois et qui me disent: «Ouais, c'est bien Gaïa, tout ce que tu dis et tout, ça fait rêver», mais en fait moi, vraiment, je suis pas du tout intéressée par ça. Je veux juste être dans mon studio, je suis l'artiste qui crée à l'intérieur et puis vraiment de vendre, c'est pas mon domaine et cetera. Je dis: «Bon, ben, très bien, quoi». Oui, moi j'aimerais trouver juste un agent ou quelqu'un qui s'occupe de tout ça. Hem, alors je me suis renseignée sur les agents pendant des années. J'en ai rencontré, j'ai aussi regardé les artistes qui vendent et qui ont des agents. Hem, les agents, ils s'occupent d'artistes quand les artistes ont déjà fait beaucoup de travail, quand les artistes ont déjà fait leurs preuves, parce que c'est un travail énorme de trouver ta clientèle, de vendre ton art, même de savoir qui tu es, de savoir te présenter. Et c'est pas un agent, enfin, à moins que tu aies un mari qui t'adore, mais ça arrive, hein, enfin un mari, un partenaire, une partenaire qui t'adore, une mère, un parent, un frère, tu vois, quelqu'un qui est vraiment ça, c'est l'agent idéal. Quelqu'un qui veut investir dans toi parce que juste parce qu'ils t'aiment et c'est OK pour eux de travailler, s'ils ne vont pas se faire des sous pendant peut-être 2 ou 3 ans. Bon, à part ça, un agent professionnel, lui, il a besoin de vivre. Donc, de se dire qu'il peut vivre, lui, en prenant peut-être 15 enfin, 10 ou 15% ou 20 sur tes ventes, dire, il va pas se mettre à vendre tes trucs le lendemain. Généralement, si tu prends un agent qui est vachement bien implanté, c'est-à-dire idéalement, il a une liste de collectionneurs, hein. Mais les collectionneurs, ils vont pas être intéressés. Enfin, c'est tout d'un coup, on ne découvre pas le génie dans ton studio, le mec qui n'est jamais sorti de chez lui, et tout d'un coup, il y a tous ces collectionneurs qui vont être intéressés par son art. C'est tout un jeu, en fait, le milieu de l'art. Donc, il y a aussi, il faut avoir un peu fait ses preuves. Donc ça veut dire de voir quels sont les critères que les collectionneurs d'art ou les gens qui sont vraiment intéressés par l'art prennent en compte quand ils veulent rajouter une œuvre d'art dans leur collection. Bon, ben voilà, les diplômes, les expositions internationales, les médias, enfin, la cote, le prix des peintures. Bon, là, vraiment, je parle vraiment d'un milieu, mais qui est peut-être, je sais pas, 5% de ce qui Ouais. existe dans le monde de l'art, tu vois? Parce qu'il y a tellement d'artistes qui n'ont pas besoin de vendre après, tu as pas besoin de vendre aux plus grands collectionneurs d'art, enfin, de vendre à Médicis pour vivre de son art. Mais c'est vrai que, bon, si tu rentres dans ce milieu où tu as un agent, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et oui, du coup, après, je me disais par rapport à vendre son art et est-ce qu'on prend un agent, quelqu'un pour nous aider, c'est aussi ce qui peut être difficile, c'est de mettre un prix. Mmh. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est vrai que moi, je me rappelle quand je créais des bijoux plus jeunes, je faisais des petits marchés ou alors je le vendais, je faisais des réunions Tupperware et je vendais mes bijoux. Et en fait, j'arrivais pas à poser de prix, quoi. Et c'est un peu comme Mmh. aujourd'hui, maintenant que je suis plus kiné et que je travaille à mon compte, que je crée mon métier, c'est comme vendre mes, euh, mes programmes, etc. C'est hyper difficile en fait de mettre un prix dessus. Mais c'est vrai qu'il y a Mmh. certains artistes carrément qui ont du mal à mettre un prix dessus parce qu'en fait, ils vont le mettre peu cher, c'est valoriser ses propres créations. Est-ce qu'elles valent vraiment ce tarif-là? Mais c'est aussi, est-ce qu'en fait, de mettre des chiffres, en fait, sous 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres, sous mon œuvre, est-ce que ça va la dévaloriser aussi, en fait? J'ai l'impression qu'il y a deux facettes un peu. Je sais pas. Ça
Ouais, alors là, grosse question. Enfin, il y a 2 questions, hein, mais je vais Ouais, il y en a d'abord deux. je vais t'attraper sur ce que tu viens de dire, quoi, juste à la fin, là. En quoi ça dévalorise ton art de mettre un prix dessus? C'est comme, Alors moi, j'ai pas. Moi, ouais. alors ben, là, aujourd'hui, je ne vends pas encore des œuvres d'art. Alors, donc, du coup, je sais pas. Moi, ce qui me parle le plus, c'est de ne pas réussir à mettre le prix juste. C'est-à-dire de ne pas oser mettre ce que je pense que ça vaut, enfin ce que ça valait, de peur qu'on me dise bah ça en vaut pas et peut-être de me retrouver confrontée à bah ça le vaut pas parce que c'est pas assez joli ou quelque chose peut-être comme ça. C'est plus de la confiance. Moi, c'est plus ça qui me parle. Après, Mmh. c'est plus voilà. Après, il y a certains artistes qui vont dire voilà vendre son art, du coup de mettre un prix et tout, ça va dévaloriser ce que je crée, l'artiste que je suis, mon inspiration, etc. Moi, je suis plus dans le premier cas. Mais si tu parles du deuxième, on va aller du deuxième. Ouais, ben, je vais en parlant du deuxième, parce que je pense que c'est ça qui m'intéresse le plus. En fait, voilà, c'est parce que le premier, on peut en parler après, mais de mettre un prix, c'est comme si, voilà, tu fais des bijoux ou tu as une machine à laver ou tu ouvres une boutique, ben, il faut mettre un prix. Bon, ben, tu fais une recherche de marché, etc. Tu vois, c'est ça, de Ouais, mettre un prix. On est d'accord. Tu vois les artistes qui sont dans ton quartier, tu essayes de voir les artistes qui ont à peu près le même CV que toi, où est-ce qu'ils en sont, combien ils vendent par rapport à la taille, au temps que ça t'a pris, il faut quand même que tu ne te retrouves pas à travailler pour 1 € de l'heure au final. Donc bon, de mettre un prix, là, c'est ça. Mais l'autre côté, c'est ça le plus dur en fait, parce qu'au final, de mettre un prix sur une œuvre d'art, c'est quand même assez subjectif. Parce que quand tu vois des œuvres d'art qui valent 40 000 € ou quand valent 2 millions ou quand valent 150, et en même temps, et donc c'est la même œuvre d'art, techniquement, là tu te dis, ben ouais, pourquoi? Donc, mais l'idée de dire, enfin, vraiment, tes questions, de toute façon, je suis passée par chaque question. Hein, c'est pas, genre, j'ai pas été épargnée de cette histoire de oh, je vends mon âme au diable si je mets un prix sur mon. Enfin, si j'ose demander 2000 € pour ma toile. Qu'est-ce que les gens vont penser? Pour que je me la pète? Ah, cette personne trouve que ce que j'ai fait, c'est horrible. Donc, ça vaut pas 2000 €, en fait, ça en vaut que 50. Tu vois? ouais. Euh, Alors déjà, il y a vraiment l'histoire de, quand on se fait de l'argent avec son art, où on demande, on prétend de le vendre, de s'en faire des sous. Il y a vraiment une histoire, hein. Moi, j'appelle ça le truc enfin, l'histoire, tu sais, du moine affamé, en fait, oui, de l'artiste affamé. C'est-à-dire qu'on a cette espèce d'imaginaire que le vrai artiste, c'est un artiste qui se passe de tout, qui est tellement à fond dans son art qu'il peut juste manger de la terre et crever la dalle et avoir trop froid l'hiver et il peint avec ses gants et son bonnet et vraiment là, voilà, là c'est l'artiste qui est dans la pureté de la créativité. Ok, alors déjà de nos jours, je ne connais pas d'artistes qui peignent avec leurs gants et leur bonnet et qui crèvent la dalle. Généralement, ce qui va se passer, si tu décides d'être cet artiste si pur qui ne peut pas mettre un prix sur ton art, ce qui va se passer, c'est que cet artiste, il va avoir un boulot à la con, il va l'user, et puis il va faire au mieux pour peindre la nuit, les week-ends, mais il ne va pas y arriver parce qu'il va être crevé. Et en fait, ça va être un artiste qui va être plein de ressentiments contre la vie, qui va être en colère, qui va pas être. C'est pour ça que je dis vivre de son art pour être épanoui, parce que franchement, on ne me dit pas que si tu pouvais vivre de ton art, mettre un prix sur ta peinture, que les gens apprécient ton art, l'achètent avec cet argent, tu peux vivre de ton art sans crever la dalle, sans avoir à aller bosser dans un boulot qui ne te plaît pas, qui n'est pas, voilà, l'idéal par rapport à ton talent. Tu as un talent, donc mets-le au service du monde. C'est Hmm. quoi cette idée de dire ah, je dévalorise mon talent d'artiste en recevant de l'argent pour mon art? Mais c'est une aberration. Mais je veux dire, je suis passée par là, je comprends très bien d'où ça vient. C'est vraiment cette histoire. Et alors, en plus, pour nous, là, les artistes qui sont sur ton sommet, j'en doute pas une seconde, c'est des artistes qui ont un élan spirituel, qui crée un art qui est vraiment connecté, donc encore plus que du coup là on a non seulement
l'image de l'artiste affamé, vraiment qui est dans la pureté, etc. Mais en plus, tu as l'histoire du moine affamé, c'est-à-dire que pour être vraiment spirituel, tu es déconnecté de l'argent. C'est-à-dire, ah, c'est vraiment, c'est trop bas pour moi Ouais, de complètement. m'abaisser. Enfin, Mm. c'est Je trop te rejoins et toxique. du coup, je me Ouais. demandais, est-ce qu'il y a une qualité, la qualité pour toi qui serait la plus importante du coup pour pouvoir réussir à vivre de son art? Alors, je dirais que la première qualité, c'est de voir sa carrière sur le long terme. Si tu essayes un truc et que ça marche pas, par exemple, je coachais cet artiste et je lui ai dit: «Mais tu es pas sur les médias sociaux, mais tu ne peux pas avoir une carrière si tu n'es pas sur les médias sociaux de nos jours. C'est un outil qui est gratuit, tu passes 10 minutes par jour, tu postes un truc, tu es artiste, donc tu as toujours des trucs intéressants à montrer. En plus, les médias sociaux, franchement, 90 il y a quand même pas mal de conneries. Donc, je veux dire, si tu es artiste, au moins, tu as un truc intéressant à partager sur les médias sociaux. Je veux dire, les gens, ils adorent. Moi, j'adore quand je vois des artistes qui montrent ce qui se passe dans leur studio. Après, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, bon, on va en parler après. Donc, elle me dit, ouais, voilà, j'ai posté pendant 3 semaines, j'ai pas eu de résultat. Tu vois, ou alors un petit festival et puis il pleut et tu as vendu 20 €, ça t'a coûté 150 balles. Donc voilà, tu es en larmes. Je veux dire, ça m'est arrivé de faire des festivals sous la pluie, j'ai rien vendu. Même d'avoir fait des expos super loin qui étaient hyper pro et tout, et d'avoir dépensé des milliers et que j'ai juste remboursé mes coûts, quoi. Ça arrive à tout le monde. Ça ne veut pas dire que tu vas arrêter ta carrière, tu vois. Mm. Donc, vraiment de le voir sur le long terme. C'est-à-dire que pour moi, s'il y a un truc qui ne marche pas, c'est soit que tu n'as pas, t'as pas fait le bon marketing, tu n'as pas la bonne présentation, ce n'était pas le bon lieu, la bonne clientèle. C'est tout. Ça ne veut pas dire que ton art, que ton art n'est pas bon. Quand Mm. tu vois la diversité d'art qui existe dans le monde, ne dis pas que ton art, ce n'est pas un art qui peut se vendre. Regarde les artistes qui se vendent, regarde la diversité d'art qui se vend et essaye de voir comment ceux qui vendent, qu'est-ce qu'ils font pour vendre. Ça n'a rien à voir avec leur art. Après, c'est vrai, il faut quand même un minimum de technique. Mm. Ouais, il Mais, faut la technique, il faut de la passion, l'inspiration, la mais technique. voilà. Il faut y avoir, Et tout il faut ça, avoir, ça vient avec la pratique. bien sûr. C'est-à-dire, Ouais. on s'invente pas artiste en une semaine ou en 3 semaines. Ça prend, quand tu regardes d'ailleurs, c'est quand tu me demandes le premier truc, la première qualité, c'est un truc que j'ai remarqué dès le début. Les artistes qui étaient exposés dans les plus grandes galeries des grandes villes, tu vas regarder leur CV et tu peux voir, c'est des artistes qui exposent depuis au moins 40 ans. Ok. Donc, toi, tu démarres. On ne te dit pas, voilà, va voir les plus grandes galeries de Paris avec ton portfolio, avec l'art que tu as fait depuis 3 ans. Donc déjà, tu n'as déjà pas une technique qui a été développée. Pas non seulement une technique, mais les thèmes et tout. Tu vois, t'as tout un travail, c'est le travail de toute une vie d'être artiste. Donc c'est normal que si tu as fait ça pendant 3 ans, tu ne vas pas avoir accès au même public que si tu as fait ça depuis 40 ans. Parce que même toi, la maturité de ta personne, ça devient la maturité de ton travail, qui fait que du coup, ça le rend encore plus intéressant, percutant. Tu peux repérer en quoi ce que tu fais parle du monde, parce que nous, les artistes, on est ça, on exprime ce qui se passe dans le monde. C'est vraiment de comprendre ça, de comprendre notre langage. Où est-ce qu'on se situe dans l'histoire de l'art, hein, avec les artistes contemporains, mais aussi avec l'histoire, hein, depuis le début. Donc vraiment de voir sa carrière sur le long terme, de ne pas se dégonfler, de ne pas être complètement dépité dès qu'il y a un truc qui ne marche pas. C'est Mm. évident qu'il y a des trucs qui ne vont pas marcher. Ben non, du coup, au lieu de se dire bah, ça ne marche pas, c'est nul, mon truc c'est nul, on mieux d'aller retourner bosser dans le magasin de pizza. Ben non, essaye de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que tu pourrais faire mieux pour la prochaine fois, essaye, essaye, essaye. Puis au bout d'un moment, tu réalises, ah, ben, en fait, moi, mon créneau, là où vraiment moi j'adore, par exemple, transmettre, enseigner. Donc voilà, c'est ça, tu vas faire des ateliers, en même temps tu vends tes toiles. Il y a des artistes qui vivent
en enseignant dans les écoles. Et après, ben, par exemple, c'est elle est danseuse. Elle fait des cours de danse. Et ben après, quand donc, du coup, elle donne des cours de danse dans les écoles, tu vas avoir le conseil de school board, le conseil je ne sais pas comment dire en français, school board. Bref, tu vas avoir les conseils de ta région, le conseil régional de l'école, etc., pour qu'ils te donnent la clé pour aller dans toutes les écoles avec ton atelier. Après, donc du coup, ben, tu as les adresses de tous les profs, etc. Et puis quand toi, tu fais un spectacle, eh ben, tu vas voir dans toutes les écoles et tu mets tes posters et puis les enfants ils disent ah c'est ma prof de danse, je l'adore, elle fait un spectacle. Mais du coup voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est comment est-ce que tu trouves l'activité qui fait que ça va nourrir le reste de tes autres activités. Ça demande de la réflexion, donc il y a ça. Après, ça demande de la réflexion, etc. Mais c'est bien aussi de se faire. Tu m'as parlé un peu avant aussi de se faire aider. C'est bien de se faire aider. Moi, presque depuis le début, je me fais coacher avec mon art. C'est Ouais. bien de se faire coacher après. Oui, parce que ça t'économise de tout faire tout seul. Tu ne peux pas tout voir tout seul. Mm. Donc, ça t'économise des années à faire des trucs qui ne servent à rien, tu vas te planter, etc. Enfin, c'est un petit investissement, vraiment. C'est vraiment un petit investissement de te faire aider. Après, quand tu commences à avoir un petit peu de revenus, maintenant, moi, je me fais aider, je paye des gens pour m'aider, mais ça, après, oui, bien sûr, c'est mieux si tu peux essayer d'avoir plus d'heures dans le studio, de trouver le truc qui peut amener des revenus vraiment faciles, te permettre de continuer à travailler dans le studio et après investir dans d'autres avenues qui t'intéressent, que tu as envie de développer. Mm. Ouais, un peu c'est d'y aller petit à petit en fait. Déjà souvent, même si tu as peut-être un rêve où tu te vois quelque part, déjà c'est ouais, ben, c'est qu'en fait c'est difficile d'y aller direct, c'est petit à petit, c'est en fonction des rencontres aussi. Et puis comme tu dis, Mhm. ton art a vachement évolué, tu n'aurais sûrement pas cru là où tu en es. Enfin, peut-être transmettre, je sais pas du coup toi comment ça s'est passé. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'est passé par la tête quand tu as commencé, je me suis dit, tiens, mais est-ce que Gaïa, quand tu étais enfant déjà, tu vois, ou ado, tu avais déjà ce rêve d'être tu vois, une artiste reconnue ou de peindre. Enfin, est-ce que ça, c'était déjà présent, tu vois, ou pas du tout en fait? Mhm. C'est venu plus Non, tard. pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je fais partie d'une famille qui est assez. Enfin, j'ai grandi dans une famille qui est assez. Enfin, tout le monde est assez carriériste. Donc, moi, j'étais diplôme d'architecture. J'étais très manuelle et tout ça. Donc, je savais que j'aimais. J'ai adoré les études parce il y a beaucoup de dessins, on faisait des maquettes. En plus, moi, j'étais la dernière promo, il n'y avait pas d'ordi. Donc, enfin, c'était l'école la plus old school, vieille école. Donc, bon, moi, j'ai adoré les études, mais je savais que je ne voulais pas être archi euh, pour avoir fait des stages en atelier d'architecture, boîte d'archi. Je savais que je ne voulais pas ce métier. C'est un métier qui est très masculin, il y a énormément de responsabilités. Enfin, on bosse tout le temps, quoi. Mais je voulais un truc manuel, je voulais un truc artistique. Mais je ne savais pas quoi. Et c'était impossible, impossible, impossible de toute ma vie que je m'imagine être artiste. En plus, je dessinais pas vraiment. Enfin, j'aimais bien dessiner, mais j'étais pas. Je pense que quand je me rappelle à l'école, par rapport aux autres élèves, tu vois, il y a toujours 2 ou 3 élèves dans la classe qui sont vraiment trop bons en dessin. C'était pas moi. Hmm. Ouais. Alors là où ça a changé, c'est quand je suis sortie enfin, quand je suis sortie en fait de mon cocon familial sociétal. J'ai passé 1 an en Espagne en projet Erasmus avec mon école d'architecture. J'ai rencontré mon mari. Donc là, il y a vraiment un truc qui m'a complètement sorti. En fait, c'est la sortie du contexte qui a vraiment réveillé quelque chose. Et je me rappelle de ces premiers dessins que je faisais où il y avait une fluidité, il y avait quelque chose qui sortait, qui était vraiment. euh, on sentait qu'il y avait quelque chose qui parlait, qui avait une voix unique, qui était vraiment moi. Donc là, après moi, mon mari, c'est quelqu'un qui encourage, enfin vraiment, il est génial pour encourager les gens avec leur art. Donc lui, tu vois, il a vu mon petit croquis de rien du tout. Il m'a dit oh, mais c'est super, mais tu devrais faire des grandes toiles et tu devrais aller dans des galeries, tu vois. J'ai quand même eu la chance d'avoir le soutien de mon chéri. Hmm. Yes.
Super. Et du coup, tu voulais peut-être, si c'est toujours le moment, on a encore du temps, nous montrer peut-être des croquis et nous parler du coup de ton art Mm. et par rapport à ta vie, en fait, comment ça se passe. Et Mm. Euh, normalement, oui, alors ce que je trouve, ce qui est intéressant, enfin, ouais, je vois par exemple la toile qui est derrière moi, La femme florissante, c'est une toile que j'ai peint en 2017, donc ça fait juste 4 ans, et elle m'enseigne énormément, en fait, elle m'a porté dans plein de différents événements de ces 4 dernières années, avec des messages complètement différents, mais hyper importants pour ma vie. Après, quand je la montre au monde, quelqu'un s'offre la reproduction ou la toile originale, euh, dans leur vie, cette femme florissante vient les inspirer, les soutenir, etc., dans leur cheminement aussi. Donc, il y a vraiment ce côté de la peinture qui est là pour soutenir notre chemin personnel, mais aussi en fait comme un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est-à-dire elle nous renseigne en fait ce qu'on dessine, ce qu'on peint. Moi, je suis hyper intéressée par l'exploration de la symbolique de, de ce qu'on dessine et ce qu'on peint. C'est ce que j'aime enseigner dans les ateliers, c'est la façon, enfin, moi, ma relation à ma peinture, c'est vraiment ça, c'est l'exploration du symbolisme. Peut-être un peu comme Carl Jung le faisait avec son travail. Euh, et donc, une de mes premières toiles, je vais la mettre en partage d'écran. ouais, Elle s'appelle Libre. Pour les gens qui me connaissent, ils la connaissent. Hein, ils la connaissent par cœur parce que c'est vraiment... voilà, c'est une petite femme. Là, tu vois, ça paraît une évidence, mais ça m'a pris peut-être 10 ans de réaliser ça. En fait, là, elle est en train de... C'est moi, quand j'ai quitté la France pour aller au Canada, oui, j'ai vu cette vie complètement illuberlue pour mes amis et ma famille qui m'ont connue en grandissant. Mais en fait, là, je suis en train de traverser l'Atlantique. J'avais même pas, quand j'ai peint ça, c'était juste un G, tu vois, sur le papier. Elle est, elle est toute nue, ça veut dire que symboliquement, elle a laissé tous ses habits de la famille, la société, la religion. Et puis, elle est vraiment ouverte avec cette liberté d'être. On sent que ça respire quoi, dans tout le corps jusqu'au bout des doigts et des doigts de pied. Et elle essaye d'attraper la lune. La lune, ben, symboliquement, c'est tes rêves, je voudrais décrocher la lune. ouais, Voilà, carrément. donc ça, c'était elle. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que cette année, je me suis surprise. Tu vois, j'ai un carnet de croquis le soir. J'aime bien, avant de m'endormir, je fais juste des petits croquis comme ça. Et puis, il y a des fois, tiens, il y a une toile là qui sort. Et puis, souvent, c'est vraiment merdique. Et puis, quelquefois, il y a juste des petits trucs intéressants. Je ne sais pas ce que ça va devenir. Donc là, quelque chose d'intéressant, je ne sais pas ce que ça va devenir. Voilà. Donc ça, c'était des petits croquis en début d'année. Et je dis, Alors mais c'est attends, trop marrant, quoi. Ah tu l'as non, tu l'as changé là, l'image? non, j'ai pas changé. Ah, Alors, ok. il faut que j'aille. Ok, je vais fermer ça. Voyons voir. Stop share. Ok, je vais réouvrir. Je vais aller ouvrir l'autre. Ok, j'avais un doute. Ah ouais, ouais, voilà, là tu les vois. Les croquis que j'ai fait en début d'année. Tu les Alors vois là, attends, mes petites lunes? non, on les voit pas. Ok. C'est bon, c'est bon. C'est Yes. bon? Tu les as? Ok. Super. Et là, c'est trop marrant parce que regarde ma petite femme, donc ça, c'est que des petits dessins inconsciemment que je fais sur mon carnet de croquis. Et puis, c'est après, quelques semaines plus tard, je reflète dessus. Je dis, mais en fait, mais c'est trop marrant, quoi, parce qu'il y a 25 ans, j'ai ma petite femme là qui court sur l'océan, qui essaye d'attraper la lune. Mais regarde là, Là, qu'est-ce tu qui l'as se peint. passe à la petite Gaïa là? Elle a décroché sa lune. Yeah. Donc, pour te dire, c'est un peu je pense que c'est en avance. Hein, là, je trouve, cette année, je suis en réflexion de me dire, mais c'est quoi, voilà quoi. J'ai l'impression qu'il y a une étape. Hein. Il y a une étape. Ouais, tu veux dire que ce que tu peins, en fait, ce que tu mets Mhm. sur toile, souvent, tu as les messages, tu t'en rends compte après, en fait, que ça a vraiment un Ouais, rapport avec ce que tu traverses, ce qui se passe dans ta vie, quoi. ouais, exactement. Exactement. Ah, c'est Et génial. donc là, je suis en train de travailler sur une toile, je vous montre juste le croquis. Donc, et ça, c'était aussi
Là, tu la vois, c'est bon? Elle est montée sur C'est l'écran? bon, ouais, on la voit. OK. Ouais. Donc ça, c'est ma mère terre, ma mère nature. On la connaît bien avec ses racines, un peu comme la femme florissante. Et puis, c'est le soleil et la lune. Ce dessin a été inspiré aussi par un logo que je viens de créer pour cette femme Laurence Briand en Suisse, qui est plus que thérapeute, vraiment une femme extraordinaire. Donc Ouais. oui, souvent, je travaille pour des clients et puis le travail ce qu'on co-crée a souvent fait partie de mon propre processus personnel, inspire aussi mon mouvement de créativité. Donc c'est ça, c'est cette histoire de quand on en revient à ce qu'on parlait au début, de l'artiste qui est tout seul dans son studio, c'est juste son processus. Je pense il y a vraiment quelque chose de bien plus grand que soi dans l'idée d'être artiste. Je pense de toute façon, on ne peut pas faire abstraction du monde dans lequel on vit, même si on aimerait, quand on voit l'état du monde de nos jours. Euh, et donc, de voir son art dans le contexte du monde et d'oser le montrer, du coup, ça veut dire, si possible, encore mieux d'en vivre, parce que du coup, si on peut en vivre, on peut continuer à créer encore plus, et donc on peut donner encore plus au monde. Vraiment, la plus grande gratitude que j'ai, à part mon style de vie, vraiment, ouais, j'ai trop de chance, c'est aussi le relationnel. Il y a le nombre de... je suis mais comblée au niveau relations humaines grâce au travail de mon art. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu fais ton art, tous les gens que tu rencontres, toi, tu as cette vulnérabilité d'oser montrer ton travail. C'est quand même pas rien. N'importe quel artiste qui montre même son petit croc, son petit ressent cette espèce de contraction ou qu'est-ce qu'ils vont en penser, etc. Enfin voilà, on est quand même des petits gamins de 3 ans, on régresse. Mm. Mais quand il y a pardon, quand il y a un contact qui se fait, quand il y a la connexion, donc toi tu t'ouvres à ce niveau-là, vraiment tu es le plus ouvert, le plus vulnérable, le plus connecté, voilà, tu donnes ça au monde. Et bien, les gens qui vont voir ton art et qui viennent à toi, direct, ils se connectent à ce qu'il y a de plus profond, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus vulnérable, ce qu'il y a de plus sensible dans ton être à toi. Donc déjà, si tu regardes, mettons que tu n'es pas artiste, que tu décides de ne pas montrer ton art, de ne pas vivre de ton art, on le sait bien, notre éventail relationnel, c'est très limité. Tu peux probablement les compter sur le nombre de la main, les gens avec qui tu peux avoir ces conversations où tu te sens vraiment comprise, entendue, reçue, où tu as vraiment ce va-et-vient. Enfin, c'est beau, c'est connecté, c'est magique, voilà, c'est que du bonheur. Enfin, quand tu vis de ton art, franchement, parce que tous les gens que tu rencontres, c'est que ça. C'est que du bonheur de relationnel. T'imagines vivre comme ça? Mm. Ouais, c'est ça, c'est qu'après, ouais, quand tu l'incarnes pleinement, tu connectes avec. C'est qu'un peu dans les qualités, quand on disait les qualités par rapport à ce que tu disais, j'avais le mot persévérance qui me venait, et ouverture en fait. Ouverture Mhm. en fonction de ce qui va se passer, avec qui tu vas connecter, etc. J'ai un peu l'impression, c'est qu'en fait, c'est même plus ton travail dans le sens, des fois, on peut séparer le personnel, le professionnel. Tu vois, Mhm. faire de séparation, en fait, ils sont liés en fait. Ce que tu avais Ouais. l'air de partager, c'est qu'en fait, tes toiles, ce que tu vas peindre, comment tu vas vendre tes œuvres tes coachings, etc., vont se faire aussi en fonction de toi, ton process artistique, mais aussi en fonction de ce que tu vis, quoi, dans ta vie Ah personnelle. bah oui. Hmm. Ouais, oui, il y a aucune séparation. Et vraiment, l'idéal de vivre, c'est de vivre ça, c'est de vivre dans cette authenticité qui se retrouve. Enfin, c'est horrible si tu dois aller au travail et puis tout fermer là, et puis voilà, enfin, tout truc, rentrer chez toi, essayer de rouvrir la porte du studio. Ça te demande une énergie incroyable, tous ces moments de transition. Donc, est-ce que tu peux créer? Ça ne veut pas dire juste être artiste, mais là, c'est un sommet pour les artistes. Donc, allons-y. Mais si tu peux vivre une vie où tu vis, où tu es l'artiste, tu respires ton art. Et ce qui se passe aussi, c'est que dans notre monde aujourd'hui, l'authenticité, c'est probablement ce qu'il y a de plus précieux. Quand tu vois quelqu'un qui fait une petite vidéo live sur Instagram, tu le sens, c'est très très rare, mais ça arrive. Il y a des gens qui sont vraiment, tu sens, ils
ils sont juste naturels, ils sont qui ils sont juste beaux comme ils sont et c'est tellement, tellement, tellement magnifique quand tu as ça et ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de travailler sur soi-même, toutes ces zones d'ombre et de blocage et qui fait qu'on se dit: «Oh mais je vais juste travailler dans mon studio, c'est Mmh. plus confortable». Ouais, Ouais. ouais, complètement. Ouais, je vois bien ces mots authenticité, vulnérabilité. Et c'est que Mmh. peut-être que, en effet, d'exposer son art, c'est montrer une partie de soi, c'est ce qui nous anime, en fait, c'est ce qui t'anime. Et en fait, la peur, en fait, peut-être de se prendre des retours. Donc, c'est se montrer soi tel que l'on est. Et en fait, j'aime bien quand tu Mmh. dis, et puis après, quand tu es pleinement là-dedans et quand tu essaies et que bon, bah, tu travailles, comme tu dis, sur tes ombres, tes petits blocages, etc., après viennent à toi les personnes, voilà, qui vont être attirées et inspirées, en fait, par ton art. Et c'est là que tu fais de belles connexions qui peuvent après, par la suite, te faire évoluer. Bah oui, c'est ça et puis en fait, plus tu oses te montrer au monde, plus tu te donnes les opportunités, les potentiels d'avoir des collaborations, de vendre. Enfin, si tu vas dans ton studio, les gens, bah, ils voient pas ton art. Donc si tu veux vendre ton art, bah, il faut que tu ailles le plus possible. Ça veut dire, bah, poste tous les jours sur Mmh, Instagram. Si tu habites super loin comme moi dans la mmh. forêt, partage au moins sur les médias sociaux. Mais après, essaye aussi quand tu vois des petites opportunités pour montrer ton art, pour collaborer, que ce soit au début dans le lobby d'une banque ou même de ton docteur ou de ton dentiste. Ouais, bien C'est sûr. sûr qu'il y aura quelques personnes qui vont passer par ce couloir ou cette salle d'attente et adorer ce que tu fais. Enfin, même si c'est juste une ou deux personnes, c'est déjà, voilà. Ouais, Et non, puis clairement. si avec la chance, tu as le bon prix, c'est bien présenté et que la personne a besoin de quelque chose sur son mur, et ben, hop, voilà, tu as une vente. Si tu fais ça, sur toute l'année, et ben, tu as des ventes. Mmh. Ouais. Confiance, visibilité. Donc, bah, si vous l'avez compris, c'est Gaïa, vous allez pouvoir la retrouver sur les réseaux. Elle a une page Facebook qui se trouve sous la vidéo. Du coup, pour que les personnes puissent te retrouver, sinon, ouais, les réseaux, il y a ton site internet aussi. Mmh. Et sous la- Ouais, GaiaOrient.com tout est gratuit. /fr pour les Français. Ouais, oui, voilà, c'est qu'en plus, toi, tu as une communauté anglophone et francophone. Mmh. Ouais, si vous pensez que c'est beaucoup de travail de vivre de votre art, donc imaginez tout ce que vous avez à faire vous. Moi, je le fais en 2 fois, en anglais et en français. Mais grave, Donc tu peux le faire. c'est ça. Ouais, tu es Ouais. l'exemple même qu'on peut vivre de son art. Mmh. Franchement, merci pour cette conférence. J'aimerais, pour terminer, juste savoir si tu as une dernière petite chose ou un mot à partager aux artistes ou aux futurs artistes qui nous regardent. Ben oui, je vous souhaite de bien vivre de votre art, hein, pour vous épanouir. Hmm. Yes, parfait la clôture, super. Merci beaucoup Gaïa, c'était super. Avec De plaisir. Merci pour partager, tout ce que tu fais, Margot, pour nous tous, pour le monde, pour toi, pour les artistes que nous sommes tous. Yes. Ciao, plein de bisous Bye à bye. tous, à très vite.